Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, a pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre Lassina au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit, bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander s'il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire, bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Mais je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous promener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre. Ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabrapouane. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème.
il n'est pas question de négocier. On va combattre. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. D'accord, vous avez tout récemment. Ce 25 juillet 2026 consacre la naissance d'une nouvelle formation politique qui raille les patriotes républicains. Un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal, l'ambition d'un avenir meilleur dont les graines sont semées à travers la fondation d'une maison commune et ouverte. Fonder, c'est semer une graine. Fonder est une œuvre que l'on ne réalise qu'avec ceux en qui l'on croit et ceux qui croient en nous. Voilà pourquoi je vous appelle frères et sœurs patriotes républicains. À travers une confidence, le natif de Ndiaganiao est fils de paysan qui a grandi au rythme des semailles et des moissons, dit y avoir reçu sans le savoir ses premières leçons de politique. Dans les champs, seuls les initiés pouvaient faire la différence entre le mil et le ndjembe, une plante sauvage. Là où le mil donne le grain qui nourrit la famille, le ndjembe ne donne absolument rien. Le temps est le plus honnête des juges. Il sépare à la fin ce qui nourrit de ce qui occupe, ce qui construit de ce qui promet et ce qui sert de ce qui dessert. Vous le savez comme moi, la vie publique a ses semailles et ses moissons, elle aussi. Elle a ses saisons de déception. Je ne suis pas venu les raconter ni m'en plaindre. Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l'herbe folle. Il se lève avant le jour. Il choisit sa semence et il retourne au champ. Me voici donc au champ. Il s'agit donc aujourd'hui de confier à la terre sénégalaise une semence nouvelle, dont les textes sont adoptés, mais continueront d'être améliorés. L'ambition est de la faire parvenir dans chaque commune, chaque village, chaque quartier et partout où vit notre diaspora. Je mesure ce que ce jour doit à chacun de vous, aux forces de la coalition Diomaye Président qui n'ont jamais faibli, aux patriotes authentiques fidèles à nos idéaux, aux femmes et aux hommes qui ont cru avant que ce jour n'existe. Ce que je vois devant moi, ce ne sont pas des militants, c'est une famille qui se choisit. Mais avec la charge qui dépasse ce rassemblement, le président Bassirou Diomaye Faye a voulu parler au pays tout entier. Ce jour n'appartient pas seulement à un parti. Il consacre une certaine idée du Sénégal, une idée simple mais haute que je porte depuis l'enfance et que 2 années à la tête de l'État ont gravé en moi comme une certitude. Cette idée, c'est que seule la République protège et protège tout le monde. Cette idée, c'est que nous devons tous nous mettre à son service et la protéger. L'ambition est d'écrire les plus belles pages de la marche irréversible vers le progrès. La République est la maison qui abrite tous les citoyens et les protège, quelle que soit leur croyance. Elle doit donc reposer sur des institutions solides. Sénégalaises et Sénégalais, mes chers compatriotes, j'ai compris de là où je suis que ce qui tient un pays dans le calme comme dans la tempête, ce ne sont ni les slogans, ni les foules, ni même les hommes et les femmes. Ce sont les institutions. L'école qui ouvre le matin,
le tribunal qui dit le droit, l'hôpital qui veille la nuit, le soldat qui garde la frontière, l'urne qui attend son heure. C'est ça qui tient le pays. C'est ça que nous devons protéger. Et c'est ce qui explique ce parapluie au-dessus de la carte du Sénégal que vous voyez. Quiconque affaiblit une institution, affaiblit la maison de tous. Et protéger les institutions, ce n'est pas défendre un pouvoir. C'est, comme me le rappelle mon serment, défendre les institutions constitutionnelles. Unité, solidarité, fraternité et générosité, c'est autour de ces valeurs que leur leader, Bassirou Diomaye Faye, invite ses militants frères et sœurs pour servir la République. Au dernier jour de sa visite de travail au Gabon, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu son hôte Brice Clotaire Oligui Nguema, venu lui souhaiter un au revoir. Puis, le chef de l'État gabonais a fait visiter au président Denis Sassou Nguesso les grands chantiers en cours de construction à Libreville. Une visite guidée qui a commencé par la baie des Rois, un projet d'aménagement urbain majeur situé sur le front de mer. Ce site transforme littéralement le littoral en une véritable ville intelligente et éco-responsable, mélangeant modernité, espace public et dynamisme économique. Il s'est imposé comme le nouveau lieu incontournable de la capitale. C'est le cœur de l'animation urbaine de Libreville. Ensuite, les deux présidents ont visité la cité Émeraude, qui est un complexe de premier plan situé sur le boulevard Bessieux à Libreville. C'est un pôle moderne qui incarne le renouveau des infrastructures publiques du Gabon, qui regroupe plusieurs ministères et administrations publiques sur un site unique de 3 hectares. À la fin de la visite, le président Denis Sassou Nguesso a félicité son homologue pour ses efforts pour la modernisation du pays. On peut féliciter cet effort d'urbanisation et de construction. Parce qu'il faut parler et puis réaliser. Et nous sommes en train de voir les grandes transformations. Et nous félicitons le président qui, dans le délai assez court, a lancé ces grands projets pour la ville. Il faut dire que le patriarche aussi était un bâtisseur émérite. Mais nous félicitons. Merci, M. le Président. Pour cet effort. Merci. Merci. Après cette randonnée, le chef de l'État gabonais a accompagné son hôte à l'aéroport international Léomba. Ici, le cérémonial de revoir est marqué par les salutations du personnel diplomatique de l'ambassade du Congo à Libreville, suivi des honneurs militaires et de l'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Gabon. Après cette visite de travail de 4 jours à Libreville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville dimanche après-midi. Ils étaient des milliers, déterminés, unis et animés par un même idéal, celui de la souveraineté nationale. 3 ans après le tournant historique du 26 juin 2023, les rues de Niamey ont une nouvelle fois résonné, au rythme de la mobilisation citoyenne. À l'initiative de la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, appuyée par les structures des organisations de la société civile, une marche d'envergure a réuni des participants venus des 4 coins de la capitale. Du centre aéré jusqu'à la place de la patrie, ex-rond-point francophonie. Hommes, femmes, jeunes, autorités administratives et traditionnelles, leaders religieux et syndicaux ont affiché leur soutien aux autorités de la refondation ainsi qu'au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une mobilisation qui, selon les organisateurs, traduit la continuité de l'engagement populaire en faveur de la souveraineté du Niger et de l'affirmation de son destin. Au cœur du cortège, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al Mahmoud, a appelé les Nigériens à maintenir cette dynamique jusqu'à l'aboutissement
des objectifs de souveraineté nationale. Là, nous avons 3 ans de liberté, 3 ans de souveraineté et d'indépendance. Donc il était important pour nous, avec les organisations et toutes les couches de notre pays, de pouvoir manifester aujourd'hui cette joie, manifester notre souveraineté pour que notre pays reste debout contre l'impérialisme, debout contre tous ceux qui sont là pour vouloir nous assujettir. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer en tout cas l'initiative du COSNAS pour cette importante manifestation à laquelle le CNSP, le gouvernement participe et toutes les forces vives de notre pays. Autre figure marquante de cette mobilisation, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Ibro Bacharou, a salué la constance de l'engagement de la population aux côtés des autorités de la refondation depuis maintenant 3 années. Les gens, dans ce qu'ils font, qu'ils soient engagés comme ceux-ci-là sont engagés dans ce qu'ils ont à faire. Que les gens aient le soutien aussi des autres structures. Et pour avoir le soutien des autres structures, quand ils veulent organiser une activité, qu'ils appellent les autres, qu'ils fassent une réunion avec eux, qu'ils s'entendent du programme à faire, afin que le jour où on décide de faire une marche, qu'elle soit une marche pleine, avec tout le monde. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est l'union de tout le monde. Et c'est cette union de tout le monde qui fait marcher le pays. Et c'est pour ça que nous sommes là pour montrer qu'il faut être tous ensemble pour que ça puisse marcher. À la place de la patrie, point d'arrivée de la marche, la ferveur populaire a laissé place à un grand meeting. Les représentants des organisations de la société civile se sont succédés à la tribune pour saluer l'initiative de la COSNAS et renouveler leur engagement à accompagner les autorités dans le processus de refondation. Dans un contexte inédit de ferveur et d'enthousiasme populaire, le Niger et son peuple ont décidé de tourner une page de l'histoire en apportant leur soutien spontané à l'action salvatrice du 26 juillet. La date du 26 juillet 2023 est un tournant décisif pour l'Afrique tout entière. Le souffle de liberté apporté par nos FDS a permis de raffermir et de consolider des liens séculaires avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons pris l'engagement dès les premières heures d'un soutien constant et indéfectible à l'action libératrice menée par nos braves FDS. C'est alors que nous nous sommes attelés à cultiver le rapprochement des cœurs et des esprits dans un cadre convivial d'échange de savoir et d'expérience, particulièrement entre les générations à travers des rencontres citoyennes comme la présente journée. Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, présents à cette cérémonie, ont transmis les salutations du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, à l'ensemble des participants. Le général Ibro Bacharou et le colonel-major Sidi Mohamed ont ensuite entretenu le public en langue nationale autour des valeurs de résilience, de vigilance, de sécurité et de souveraineté, invitant chacun à préserver les acquis de la refondation. Mun ji daɗi wannan taron da COSNAS ta shirya tare da duka abokan gwagwarmaya don saboda mun yi son in ana son a yi wani taro tunda gamuwar duka 'yan ƙasa ce kuma aikin duka 'yan ƙasa ne. In za a yin taro kowane iri ne a shawarta mu waɗancan abokan gwagwarmaya tunda duk ƙasar ce muka so. Bori guda ne ake ma tsahi a gamu duka tare don yadda firizan ya ce a gudu tare a tsira tare. Général d'armée Abdourahmane Tiani ne imci aranse arama sola zama bankan ban sola iga jirsino wati kulu degi salan aranse ay gena aranse usi girbi usi dusungu Niger la bise kulu mutun al borey iminge mudune magas way borey minge zaray gudu zama tangamo songo kulna sintin. Créé au lendemain des événements du 26 juin 2023,
La Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, s'est donné pour mission d'accompagner la dynamique d'autodétermination des peuples du Sahel et de promouvoir une souveraineté pleine et entière des États de la région. La cérémonie s'est achevée par une visite des différents stands installés sur le site, conduite par le coordonnateur de la COSNAS, Boubacar Kimbakolo, marquant ainsi la clôture de cette première grande activité commémorative de l'an 3. Une journée de forte mobilisation qui restera pour les participants l'expression d'un engagement collectif en faveur du Niger qu'il souhaite toujours plus souverain, résilient et tourné vers son avenir. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite de l'emploi et de la protection sociale. Bâtir une république sociale et solidaire, c'est la devise du Conseil de l'ordre du mérite, de l'emploi et de la protection sociale. À la tête de cette instance, le ministre de l'Emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Adama Kamara, a été élevé au grade de commandeur par le grand chancelier de l'ordre national, Ali Koulibaly. 8 autres membres du Conseil ont également reçu leur distinction, un commandeur et 7 officiers. Cette distinction-là va permettre aux travailleurs de sentir que leurs efforts n'ont pas été vains. Surtout les travailleurs qui se seront fait remarquer positivement, qui auront accompagné l'État à mettre en place les dispositifs nécessaires pour le bien-être de la population, que ce soit en termes d'emploi qu'en termes de sécurité sociale. C'est une mission qui nous a été confiée. Nous sommes désormais les boussoles, nous devons orienter et nous devons véritablement refléter la médaille que nous portons, afin que ceux que nous allons proposer soient aussi des personnes qui incarnent ces valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de professionnalisme. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle se félicite de la création de cet ordre du mérite. Il est de notre devoir de redonner toute sa place au mérite véritable. Celui qui se construit dans l'effort, dans la loyauté, dans la dignité, par un service de qualité rendu aux autres avec désintéressement. C'est cette vision que porte l'ordre du mérite de l'emploi et de la protection sociale. Sa mission, promouvoir et récompenser l'excellence dans les secteurs de l'emploi et de la protection sociale. Une journée qui entre déjà dans l'histoire de la filière EVA. L'Académie des métiers de l'EVA sort aujourd'hui de terre à Awakro, dans le département de Tahabo. Une académie pensée pour former les techniciens, cadres, entrepreneurs et spécialistes qui accompagneront la modernisation de toute la chaîne de valeur. Pour l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, cette infrastructure répond à une ambition claire, faire du capital humain le premier levier de performance de la filière. L'Académie des métiers de l'EVA constitue une réponse collective à plusieurs des défis majeurs qui se présentent à notre filière. Cette académie est porteuse d'une ambition forte, faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'excellence internationale en matière de formation, de recherche appliquée, de perfectionnement professionnel et d'innovation métier. Face aux nouvelles exigences de qualité, de durabilité et de compétitivité, la filière veut doter le pays de compétences capables d'accompagner les mutations agricoles et industrielles. Notre responsabilité ne se limite pas à réguler une filière. Elle consiste également à créer les conditions d'un développement durable, d'une meilleure productivité, d'une transformation industrielle accrue et d'une valorisation des compétences nationales. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières salue une initiative qui consolide les acquis d'une filière ayant hissé la Côte d'Ivoire parmi les principaux producteurs mondiaux de caoutchouc naturel. Pour Bruno Nabanye-Kone, investir dans la formation, c'est garantir la compétitivité de demain. J'ai la conviction que cette académie dépassera très rapidement le cadre national. Elle contribuera sans aucun doute au rayonnement scientifique, industriel et économique de notre pays. Ainsi, après être devenue
une grande puissance de production de caoutchouc naturel, la Côte d'Ivoire ambitionne désormais de devenir une grande puissance de compétences, d'innovation, de savoir-faire dans cette filière stratégique. Moment solennel, Bruno Nabagné Koné procède à la pose de la première pierre avant la découverte de la stèle commémorative. Un acte fondateur qui marque le début des travaux d'une infrastructure appelée à devenir un centre africain de référence pour la formation, la recherche, l'innovation et le développement des compétences dans les métiers de l'EVA. 26 ans après la dernière session organisée à Rabat en 2000, la Grande Commission mixte Mali-Maroc retrouve son rôle de principal mécanisme institutionnel de pilotage de la coopération bilatérale. Durant 4 jours, les deux nations ont évalué les engagements existants en vue d'adopter une nouvelle feuille de route couvrant notamment l'énergie, la santé, l'agriculture, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'industrie, les infrastructures, la défense et les investissements. Au terme des travaux, les deux délégations ont adopté 21 instruments juridiques destinés à renforcer le cadre légal de la coopération et à accompagner de nouveaux projets structurants. Monsieur le ministre et chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que la commission mixte de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Mali ne se soit pas réunie depuis longtemps, les relations entre nos deux pays n'ont jamais cessé de se développer. En témoignent plus de 89 instruments juridiques signés au fil des années, illustrant le caractère dynamique et évolutif de ce partenariat. La tenue de la 4e session de la commission mixte de coopération maroco-malienne nous offre l'opportunité de poursuivre et d'approfondir notre dialogue politique, de passer en revue le bilan très satisfaisant de notre coopération et de disposer d'un cadre idoine pour dessiner les nouveaux contours de sa diversification. Notre partenariat multisectoriel est sans doute promis à un avenir encore plus riche et porteur. Les instruments juridiques signés lors de notre session contribueront de manière significative à renforcer la dynamique des échanges entre nos deux pays frères. Au-delà des enjeux économiques, cette session a confirmé le rapprochement politique engagé ces derniers mois entre le Mali et le Maroc. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a réaffirmé le soutien officiel de son pays au plan marocain d'autonomie pour le Sahara porté par la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Chers frères, cette journée consacrée à la tenue de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération ne suffirait assurément pas à dresser une liste exhaustive des manifestations de respect mutuel, de solidarité et de soutien entre nos deux pays, particulièrement lorsqu'il s'est agi de défendre la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de nos États. Pour illustrer ces propos, je me bornerai ainsi à rappeler la décision historique par laquelle le gouvernement de la République du Mali, à compter du 10 avril 2026, marque désormais son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de la question du Sahara et considère qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste à ce différend, conformément à la résolution 2797 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025. Ce positionnement s'inscrit dans une convergence diplomatique plus large entre les deux pays. En effet, le Mali figure parmi les États sahéliens qui soutiennent l'initiative atlantique du roi Mohamed VI destinée à faciliter l'accès des pays enclavés du Sahel aux infrastructures portuaires atlantiques. Sur le plan économique, en 2025, les exportations marocaines vers le Mali ont atteint près de 185 millions de dollars contre environ 3 millions de dollars d'exportations maliennes. Déjà présent à travers Bank of Africa, Move Africa Malitel ou encore le groupe OCP, les opérateurs marocains devraient voir leur présence renforcée dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de la finance et de l'industrie.
Au-delà des accords signés, cette 4e commission mixte ouvre une nouvelle phase des relations entre Bamako et Rabat. Les deux gouvernements affichent désormais l'ambition de transformer leur proximité politique en projet économique concret, avec pour objectif de faire de leur partenariat un levier d'intégration régionale, de développement industriel et de stabilité au Sahel.